Je vous mets dans le bain de mon histoire de ce matin, pourquoi je veux parler avec le docteur Pierre Mailloux. Depuis une semaine, 2 semaines, on regarde les histoires du scandale des commandites, puis on dit, c'est-tu écœurant ce qu'ils font avec notre argent? On le sait, on s'en doute. On a des exemples comme ça tous les 2 ans. Rappelez-vous le milliard qu'on a perdu. Et on sait qu'il y a plein de gens qui s'amusent. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça dans les villes. C'est comme ça dans les gouvernements provinciaux à grandeur du Canada. C'est comme ça également au gouvernement fédéral. En fait, on envoie de l'argent. Il n'y a personne qui nous demande la permission. En fait, on doit le faire. C'est un règlement, c'est une loi. Et une fois qu'ils ont l'argent, ils font ce qu'ils veulent. C'est un party, regarde, un party à bord ouvert, continuel, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Mon rêve, c'est qu'on leur mette de la pression que si un jour ils méritent notre argent, ils doivent me le demander, puis il n'y a pas question qu'on le donne tout le temps de même. Que c'est nous qui décidions si on veut leur donner. Il y en a qui ont réussi à le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais ça commence par 1, puis après ça c'est 10, puis après c'est 100, puis après c'est 1000. C'est pas de mettre le gouvernement et la société sur le cul. Sauf que là, on est rendu, c'est à l'envers. On leur donne tellement d'argent, ils nous font toujours semblant qu'ils en ont pas assez, ou il y en a d'autres qui en ont trop, puis qu'ils devraient en donner. Non, vous avez notre argent, c'est à nous autres, les services sont tout croches. On la veut, notre argent. Au pire, on payera pour tout. Charger les routes, charger les hôpitaux, charger pour tout. Parce que là, pour l'instant, ça coûte trop cher et tout va tout croche. Le temps que je punche la ligne téléphonique. Bonjour, Dr Mailloux. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien. Depuis des années, vous ne payez pas d'impôts. C'est vrai. Comment vous faites? Ben, ce qui arrive, c'est que, exactement dans la foulée de ce que tu as dit, mon père a payé 2 petits montants d'impôts dans sa vie et mon frère n'en avait pas payé non plus. Alors, c'est une tradition familiale chez nous de ne pas payer d'impôts. Puis moi, j'ai dit, j'ai beau être médecin, je ne payerai pas d'impôts parce qu'on a la prétention dans ma famille que l'impôt, c'est un vol. Est-ce que parce que vous êtes médecin, puis que les médecins souvent ont des petites compagnies, puis qui peuvent être payés par facture, sont comme des travailleurs autonomes, c'est plus facile pour vous que le simple travailleur? Non, rien de ça. C'est que j'ai simplement pris mon argent puis j'ai investi dans l'agriculture. J'ai voulu démontrer que je ferais mieux en investissant mon argent que n'importe quel gouvernement pourrait faire avec mon argent. Et je pense que j'en ai fait la preuve. Puis un jour ou l'autre, on va devoir réexaminer toute ma situation fiscale puis dire, je pense que Mailloux a raison. Un individu qui a de l'allure peut investir beaucoup mieux que son argent que n'importe quel fonctionnaire et n'importe quel appareil public. Alors, j'ai créé une ferme expérimentale privée. C'est la seule qui a jamais existé au Canada. Et une ferme expérimentale, vois-tu, a le droit à des crédits d'impôt très particuliers que les grandes compagnies se sont dotées pour faire de la recherche. Alors moi, je me le suis appliqué en tant que particulier. Alors, j'ai pas de compagnie, j'ai rien de ça. J'ai formé une petite société enregistrée avec mes 2 frères et on a créé la ferme Bilouma. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous avez à avoir des rendements financiers? Est-ce qu'un jour vous devez faire des profits pour que justement ils viennent vous chercher? C'est pas profitable. C'est pas profitable, la recherche. Quand on fait de la recherche, justement, la raison pour laquelle il y a des crédits d'impôt, et puis on permet aux individus de faire de la recherche, c'est que c'est pas nécessairement profitable, parce qu'il y a un risque élevé. Il y a un niveau d'incertitude, ils appellent ça un niveau d'incertitude, et c'est vrai, il y a un niveau d'incertitude élevé. Alors moi, j'aurais pu me planter, vois-tu, j'ai mis 1 486 000 $ de mon argent de médecin. Depuis 1900, ouais, écoute, ça remonte là à 1974. Je suis devenu médecin en 1974, puis j'en ai toujours mis, graduellement, en proportion de mes revenus, mais j'ai toujours investi là-dedans. Alors, j'ai fini par mettre 1 486 000 et je payais pas d'impôts à cause de ça. Au-delà du fait que c'est familial, puis c'est passé maintenant de génération en génération, est-ce qu'il y a en arrière de ça une philosophie, c'est-à-dire que pour vous, donner de l'argent à des gens que vous savez qui vont d'abord... il y a le scandale des commandites, là, c'est pas le seul. C'est parce que lui, on l'a découvert. Le scandale des armes à feu, bien pire que ça. Ben, c'est pire. Ça, c'est rien. Il y a un article un matin dans le Journal de Montréal qui essaie de justifier, qui dit qu'il y a 15% de moins de femmes qui ont été abattues depuis le contrôle des armes à feu. Hey, c'est ridicule. Vous devriez fouiller ça un peu, là. C'est l'affirmation la plus stupide que j'ai jamais vue. Moi, si un homme a besoin d'un gun pour tuer une femme. Ça, c'est dans le cadre de la journée de la femme? Avec ses mains, il l'étrangle, ses 2 temps, 3 mouvements. Voyons. Est-ce que tu des maudits tweets pour essayer de nous convaincre et justifier 1,7 milliard? Le scandale du contrôle, les commandites, c'est rien. C'est la petite bière, ça. Tu sais, le petit 100 millions, c'est 100 millions ou 300 millions, le scandale des commandites? Ça, c'est business as usual, d'après moi, ça.
Hein? C'est business as usual. Oh, c'est oui. la vraie business régulière au gouvernement. C'est pour ça qu'ils sont pas surpris. On les voit en commission. Ils ont l'air surpris d'être là en disant, mais voyons, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Parce que c'est... On a fourni des factures, puis là, Ouais. vous nous demandez de justifier nos factures. C'est la culture régulière qui court dans tous les gouvernements. De quoi vous parlez? On comprend pas. C'est vrai que le scandale, le milliard perdu au ministère des Ressources humaines, ça, c'est un scandale. Il y a également le 2 milliards que ça va nous coûter, puis on paraît même que l'enregistrement des armes à feu, on pourrait même se rendre à 4 milliards. Ça n'aura pas de fin. Ça va être un puits sans fond, ça. Et il y a 300 000 Canadiens qui enregistreront pas leurs armes à feu. Oubliez pas ça, là. Il y a 300 000 Canadiens, citoyens honnêtes, qui, en dehors du Québec, là, il y a un tas de monde qui enregistreront jamais leurs armes à feu. Donc, le contrôle parfait, il n'existera même pas. Ah, non. Puis d'ailleurs, non seulement ça n'existera pas, mais tous les bandits ne demandent pas mieux que ça. Parce qu'à partir du moment, parce que tous les trafiquants de drogue sont armés, hein, ils sont tous armés avec des armes illégales. C'est pour ça que la loi sur le contrôle des armes à feu, c'est une loi de bonne femme comme il n'y en a jamais eu au Canada. C'est scandaleux. Il y a un petit groupe de pleureuses qui a monté puis sont allés pleurer dans les jupes de Jean Chrétien puis de sa conjointe, et ça a donné la loi sur le contrôle des armes à feu. C'est scabreux, cette histoire-là. En tout cas, revenons à nos moutons. Oui, je reviens là-dessus, je donne un autre exemple. Oui. On voit la chicane depuis des années sur les surplus au fédéral. Puis là, mon Bernard Landry, puis Charest fait la même chose. Puis là, les capitaines Québec qui arrivent, c'est écœurant de voir qu'il y a des gens qui font des profits sur notre dos, puis ça, c'est notre parti, puis on la veut. Oui. Pendant ce temps-là, le fédéral dit non, nous, on la garde, on la dépense. Au lieu de pleurer comme une madeleine, j'ai gardé mon argent. C'est ce que je veux. Alors, je faisais de l'argent comme médecin, j'étais très bien rémunéré. Dans les années 83, 84, 85, j'étais un des psychiatres les mieux rémunérés de la province pour une raison très simple, c'est que je travaillais très fort. J'ai été 3 ans sans prendre de vacances et j'investissais dans mon entreprise. Je prenais tout mon salaire, une bonne partie de mon salaire de médecin, puis j'investissais ça dans ma ferme expérimentale. Et mon frère et moi, Luc et moi, on a créé, ils s'attribuent tout le crédit, mais là, faut que je donne leur juste, parce que le bailleur de fonds dans Pilouma, Saint-Basile de Portneuf, ça a été moi, et celui qui a conçu l'entreprise, ça a été moi. Luc a été le gérant. Comprends-tu? Et après mon retrait en 95, il a échoué lamentablement, l'entreprise est fermée. Bon, parce que ce laboratoire-là aurait pu déboucher sur une entreprise extrêmement lucrative. Mais malheureusement, il n'avait pas ni la tête, ni les reins assez solides, et ça a fermé. Mais sur le plan de la découverte, écoute, j'ai participé. J'ai participé activement, OK, à la création du premier fromage fermier artisanal au Canada. Et en 98, le fromage de Chevalier Mailloux a été déclaré le meilleur fromage dans notre pays, toutes catégories confondues, dans un concours à Halifax. Donc, on fait une pierre deux coups. En plus de garder notre argent pour nous autres, de voir que on peut maintenant éviter les dommages qu'on voit actuellement dans nos gouvernements, tout palier confondu. En plus, on développe un esprit d'entrepreneurship que peut-être... C'est rare d'apprendre ça, là, qu'un psy commence à penser à faire quelque chose, puis à concevoir, puis à développer quelque chose. Bon. Et là, vous n'aviez rien vu, parce que mon but, je me suis retiré de cette entreprise-là en 95, et j'avais d'autres idées extrêmement intéressantes, dont une, c'était de démontrer que le fromage qu'on faisait, le Saint-Basile et le Chevalier Mailloux, était nutraceutique. C'est-à-dire qu'il contenait un taux élevé de HDL, de ce cholestérol décrasseur de boyaux. OK. Alors, un genre de Drano. Mon fromage était plus gras que tous les autres fromages sur le marché, mais que ce gras-là était sanitaire. C'est du Drano? Oui. Exactement. Quelle belle image. J'en étais rendu là et on était tout proche. Alors, sur le plan de l'entreprise et de la recherche, de la découverte, c'était un succès bœuf. Par contre, sur le plan relationnel, cordonnier mal chaussé, un flop monumental. Mais comment les gouvernements perçoivent ça? Parce qu'eux, à un moment donné, là, ils en veulent toujours de l'argent, là. Comment ils ont perçu ça? Oh non, là, on va passer l'avant-midi au téléphone, là. Là, écoute. D'abord, j'ai pas de comptable. Aucun. Pas de fiscaliste. Rien. Mais devine ce que j'ai eu le génie de faire. Je me suis accoquiné avec les fiscalistes de Revenu Canada à Sherbrooke. Et c'était les fiscalistes de Revenu Canada qui étaient mes conseillers. Donc, ils donnent les idées
en leur posant les bonnes questions, comment pas payer d'impôts. C'est-à-dire non, mais ils m'ont conseillé comment tout structurer ça, le langage, etc. Mais faut-tu l'interprétation des lois, mais... Est-ce qu'on pose des questions directement? Aux vérificateurs. Est-ce qu'on pose des questions directement ou faut y aller, faut être fin finot un peu, là, faut... Ah, non. Écoute, ma limpidité a toujours été légendaire. J'appelais, je me présentais, Pierre Mailloux, je suis médecin, je veux faire ci, ça, puis comment je m'y prends, puis ça va être quoi les règles. Puis... Mais là, après, j'ai dû être le formateur des vérificateurs. En tout cas, là, c'est incroyable le tas d'ignorants que j'ai croisés sur mon chemin par la suite. Ça a été des guerres à pu finir. Écoute, je les ai emmenés 3 fois devant la Cour canadienne de l'impôt et j'ai gagné, sans avocat, sans comptable, 2 fois sur 3. Je les ai mouchés, morvés. Écoute, 2 fois sur 3 devant la Cour canadienne de l'impôt, c'était à Québec. Et pourtant, on dit qu'on perd toujours devant cette cour-là, puis qu'ils ont toujours raison, ou presque. J'ai gagné 2 fois à plate couture. OK, pas à peu près, à plate couture. 2 fois. Contre, de l'autre côté, il y avait l'avocate du ministère, le vérificateur. OK? Et moi, j'étais seul de l'autre bord et j'ai gagné 2 fois sur 3. Pas de comptable, pas de fiscaliste, pas d'avocat. Colin. Ça prend-tu du courage? Ça prend-tu... Faut-tu avoir un bon salaire? Quelqu'un qui gagne... Je conseille pas ça à tout le monde. C'est ça, hein? C'est de la peau, ça, là. Puis même mes proches, ma conjointe, je te dis qu'elle a eu les gadelles plus souvent qu'à son tour. Ouais, parce que ça m'a obligé, cette démarche-là, à ne pas faire de rapport d'impôt pendant 9 ans. Alors, j'ai été 9 ans, de 82 à 90, inclusivement, je n'ai pas fait de rapport d'impôt. Quand on voit, là... Je voulais, l'idée étant qu'il fallait que j'amène mon entreprise, ma ferme expérimentale, à un niveau de crédibilité tel que lorsqu'il s'ouvrirait les yeux, ce serait évident que c'est une ferme expérimentale. Comprends-tu? Oui. Parce que de le dire, écoute, il n'y a personne qui m'aurait cru. Parce que ça ne s'est jamais fait. Ça n'a jamais existé. Et en plus, une ferme expérimentale qui veut faire du fromage au lait cru alors que c'était illégal. On en faisait venir d'Europe, mais on n'en avait pas ici. Il y avait seulement les trappistes du Manitoba. OK, il y avait encore une trappe au Manitoba qui se faisaient leur petit fromage à partir de leur troupeau. Il y en avait une seule. Mais ça, c'était toléré parce que c'était des moines. Mais dans l'entreprise privée, OK, dans les entreprises laïques, c'était niette, il n'y en avait aucune, là. Et maintenant, vois-tu, ce que ça a eu comme effet, la démarche que j'ai faite et mon investissement, puis mes batailles, ça a eu comme effet que maintenant, il y a plusieurs douzaines, 40, 50 petites fromageries artisanales au Québec. Mais vous devez recommencer à produire ce fromage-là avec les mangeurs de gras trans qu'il y a actuellement sur la planète. Me semble que ce serait un succès. Ah oui. Puis c'est de valeur parce que en tout cas, j'avais fait ça pour... c'était un projet de grande envergure. C'était un projet à long terme que j'avais fait pour mes enfants. Et les enfants de Luc, malheureusement, en 95, il s'est encoquiné avec une femme et puis ça a foutu le bordel. Yoko Ono. La clé dans ma participation à cette entreprise-là. C'est arrivé à John Lennon et Paul McCartney. Yoko Ono est arrivé à tout sacré à terre. Oui. Hein? Alors, écoute, il a rencontré une femme chez Pierre-Yves Chaput à Montréal qui importait des fromages. Et 2 semaines après, ils faisaient vie commune ensemble à Saint-Basile sur l'entreprise. Est-ce qu'ils sont toujours là? Oui. Alors, écoute, moi... étant psychiatre, je ne savais plus là, je vous dis pas d'autres détails là, extrêmement troublants de cette histoire-là. Écoute, il prétendait qu'il s'était marié. Après 2 semaines, là, tu conviendras que c'est un méchant choc pour tout le monde. Là. Ouais, c'est vite tu rencontres une pure inconnue que tu n'as jamais vue, et 2 semaines après, tu fais vie commune avec elle. Là. Elle doit baiser solide là, pour transformer un gars de même. Là. Elle a dû, ou encore elle a un pouvoir énigmatique qu'on connaît pas, qui est indescriptible, même pour un psy. Non, c'est ce qui arrive, c'est que je connais bien mon frère, c'était pas une grosse tête, comprends-tu? C'est un type qui n'a pas trop d'instructions, et fort en gueule, mais pas très fort en tête, malheureusement. Et jusqu'à cette rencontre-là, c'était moi, il m'écoutait, comprends-tu? Il m'obéissait. C'était moi qui étais et le bailleur de fonds et le penseur. Oui. Maintenant, à partir de ce moment-là, il avait quelqu'un d'autre qui lui dictait son comportement. Ça fait que là, je pouvais pas rivaliser, moi, là. Non, parce qu'il y a des bouts que vous pouvez pas faire, là.
Yeah. Comprenez? Hein? Et tu comprends, tu sais de quel bout... Oui, je sais tout ça, là. Tu sais très bien de quel bout on parle. Oui. Doc Mayou, il y aurait plein de choses que je voudrais vous parler. Moi, je peux pas vous en parler. Oui. Ça me fait plaisir. OK. Puis, on vous écoute sur... Hey, comment ça va virer, là? C'est cassé, puis tout ça. J'ai vu un matin dans le journal que les employés veulent... Aucune idée. Écoute, Jeff, on n'est pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Moi, comme animateur, on n'est pas informés. Nous autres, on fait notre travail en ondes, puis le reste, là, ça se passe. T'sais, ça se passe en catimini, ça se passe derrière les portes closes. Alors, j'ai aucune idée comment ça va tourner, cette histoire-là. Ces méga compagnies vont réussir à tuer l'âme qu'il y avait dans les stations de radio auparavant. Ils sont en train de réussir. De ça, Jeff, ça dépend comment c'est mené. Ouais, mais il y a des méga compagnies. Il y en a des bonnes. Okay, exactement. Il y en a des bonnes. À partir, si tu dis il y en a des bonnes, puis il y en a qui détruisent, oui. C'est ça. Le problème est plus là. Oui. Doc Mayou, merci beaucoup. On se rejoint. Oui. Bye.